Audiolib présente Le Hobbit de John Ronald Reuel Tolkien, lu par Dominique Pinon. Le Hobbit, ou Un aller et retour. Cette histoire se passait il y a longtemps. Dans ce temps-là, les langues et les lettres étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Le français est utilisé pour représenter ces langues, mais deux choses sont à souligner. Le seul pluriel correct de dwarf en anglais est dwarfs, et l'adjectif est dwarfish. Dans cette histoire, les formes dwarves et dwarvish sont utilisées, mais seulement pour désigner le peuple ancien auquel Thorin l'Écutcheine et ses compagnons appartenaient. Orc n'a pas son sens habituel en français. Ce terme apparaît à quelques endroits, mais le plus souvent, il est traduit par gobelin ou hobgoblin pour les plus gros. Orc est le nom que les hobbits donnaient à ces créatures à l'époque, et il n'a rien à voir avec notre orc à nous, un mammifère marin de la famille des dauphins. Les runes sont d'anciennes lettres que l'on utilisait pour graver sur le bois, la pierre ou le métal, d'où leur forme mince et angulaire. Au temps de cette histoire, seuls les nains s'en servaient régulièrement, en particulier dans leurs archives personnelles ou secrètes. Leurs runes sont représentées dans ce livre par des runes anglaises, que peu de gens connaissent encore de nos jours. Si l'on compare les runes de la carte de Tror aux retranscriptions en lettres modernes, on peut découvrir leur alphabet, adapté au français moderne, et lire aussi l'inscription runique ci-dessus. Toutes les runes normales apparaissent sur la carte, sauf pour W. I et U sont utilisées pour J et V. Il n'existait pas de runes pour Q, ni pour Z. Toutefois, certaines runes représentent deux lettres modernes, TH, CH, OU. D'autres runes du même genre étaient parfois employées également. La porte secrète était marquée d'un D. Sur le côté, une main pointait vers elle et en dessous, il était écrit « La porte a 5 pieds de haut et 3 y marchent de front ». Les deux dernières runes, TH, étaient les initiales de Tror et Train. Les runes lunaires découvertes par Elrond se lisaient ainsi. « Tenez-vous près de la pierre grise quand frappera la grive. Et le soleil couchant, aux dernières lueurs du jour de Thorin, brillera sur la serrure. » Sur la carte, les points cardinaux sont indiqués par des runes, l'est étant placé en haut, comme c'est souvent le cas sur les cartes naines. On lit donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, E pour est, S pour sud, O pour ouest, N pour nord. Chapitre 1. Une fête inattendue. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Sa porte, peinte en vert, était parfaitement ronde comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé garni de tapis pourvus de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, a des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche et puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambres, salle de bain, cave, garde-manger, nombreux, penderies, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient toutes à gauche, en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres,
des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. Ce hobbit était un hobbit fort bien nanti. Il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial, et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné, enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du conte. La mère de notre hobbit... Mais qu'est-ce qu'un hobbit ? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arrivent avec fracas en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Ils ont tendance à prendre du ventre. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune, et ne portent pas de chaussures, parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leur chevelure, qui est frisée. Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant et un rire franc et chaleureux, surtout après le dîner, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils peuvent se le permettre. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. Comme je le disais, la mère de ce hobbit, de Bilbo Bessac, s'entend, n'était nulle autre que Belladonna Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, le chef des hobbits qui vivait de l'autre côté de l'eau, cette petite rivière qui coulait au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, que longtemps auparavant, un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien entendu, mais sans doute y avait-il encore chez eux quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbitesque, et de temps à autre, des membres du clan Took partaient à l'aventure. Ils disparaissaient en catimini, et la famille étouffait l'affaire. Mais cela ne changeait rien au fait que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Bessac, même s'ils étaient assurément plus riches. Ce qui ne veut pas dire que Belladonna Took ait été mêlée à des aventures après être devenue Madame Bongo Bessac. Bongo, le père de Bilbo, construisit pour sa femme, et en partie avec son argent, le trou de hobbit le plus luxueux jamais vu en bas de la colline, au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils y demeurèrent jusqu'à la fin de leur jour. Bilbo, leur fils unique, qui avait tout l'air d'une seconde mouture de son tranquille et inébranlable père, devait néanmoins avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté Took, quelque chose dans son tempérament qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Mais cette occasion ne se présenta jamais. Et Bilbo, devenu adulte, âgé d'une 50aine d'années, habitait désormais le magnifique trou de hobbit bâti par son père que je viens de vous décrire et semblait s'y être installé pour de bon. Par un curieux hasard, un matin, il y a bien longtemps, dans la quiétude du monde, alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés, quand Gandalf apparut. Gandalf. Si vous aviez entendu ne serait-ce que le quart de ce que j'ai entendu dire à son sujet, je n'ai entendu qu'une très petite partie de ce qu'il y a à entendre, vous vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Les histoires et les aventures surgissaient partout où il allait, d'une manière tout à fait extraordinaire. Il n'était pas passé sous la colline depuis des lustres, et pas depuis la mort de son ami le vieux Took, en fait, et les hobbits avaient presque oublié à quoi il ressemblait. Ces affaires l'avaient retenu par-delà la colline et de l'autre côté de l'eau depuis qu'ils étaient de tout petits hobbits et de toutes petites hobbits. Bilbo, qui ne se méfiait pas, ne vit ce matin-là qu'un vieillard avec un bâton. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et une écharpe argent, surmontée d'une barbe blanche qui descendait jusque sous la ceinture, ainsi que d'énormes bottes noires. « Bonne journée, dit Bilbo, il le pensait. Le soleil brillait et l'herbe était très verte,
Mais Gandalf le regarda sous de longs sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son large chapeau. « Que voulez-vous dire ?» répondit-il. « Me souhaitez-vous une bonne journée ou êtes-vous en train de dire que c'est une bonne journée que je le veuille ou non, que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon ?» Tout cela en même temps, dit Bilbo, et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est. Si vous en avez une, asseyez-vous et prenez un peu de mon tabac, rien de presse, nous avons toute la journée devant nous. Bilbo s'assit donc sur un banc près de sa porte, croisa les jambes, et produisit un beau rond de fumée grise qui monta dans l'air sans se dissiper et alla flotter au-dessus de la colline. « Oh, 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 très joli, dit Gandalf, mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment, et j'ai peine à trouver un volontaire. » Pas étonnant. Dans ce voisinage, nous sommes des gens simples et tranquilles, et les aventures ne nous intéressent pas. Quel tracas, quel inconfort, quelle horreur. De quoi vous mettre en retard pour le dîner. Je ne vois pas ce qu'elles ont d'attirant, dit notre monsieur Bessac, glissant un pouce derrière ses bretelles. Et il lança un nouveau rond de fumée, encore plus grand que l'autre. Puis il sortit son courrier du matin et se mit à lire, faisant mine de ne plus se préoccuper du vieillard. Décidément, celui-ci ne lui plaisait pas trop et il voulait qu'il disparaisse. Mais le vieillard ne bougeait pas. Appuyé sur son bâton, il se contenta de fixer Bilbo sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo soit tout à fait mal à l'aise et même un peu fâché. « Bonne journée, dit-il enfin, nous ne voulons pas d'aventure par ici, merci bien. Vous pourriez essayer par-delà la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Ce qui voulait dire que la conversation était terminée. « Encore ce bonne journée !» fit Gandalf. « Maintenant vous dites que vous voulez vous débarrasser de moi et que ce ne sera pas une bonne journée avant que je m'en aille. »« Pas du tout, cher monsieur, voyons, je ne pense pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur, et je connais le vôtre, monsieur Bilbo Bessac. Et vous connaissez le mien, même si vous ne vous souvenez plus de celui qu'il porte. Je suis Gandalf, et Gandalf est mon nom. Jamais je n'aurais cru qu'un beau jour, le fils de Belladonna Took m'enverrait promener comme si je vendais des boutons à sa porte. Gandalf, bon sang de bonsoir. Pas le magicien errant qui a offert au vieux Took une paire de boutons magiques en diamant qui s'attachaient tout seul et ne se défaisaient que sur commande. Pas celui qui, lors des fêtes, racontait des histoires si fantastiques avec des dragons, des gobelins et des géants, des princesses délivrées et des fils de veuves choyés par le sort. Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice tout particulièrement excellents, comme je m'en souviens. Le vieux Took en organisait toujours à la veille de la mi-été. Splendide, il montait comme de grands lys. Des gueules de loup et des citis de feu et restait suspendu dans le crépuscule durant toute la soirée. Vous aurez déjà remarqué que M. Bessac n'était pas aussi terre-à-terre qu'il se plaisait à le croire, et qu'il aimait beaucoup les fleurs. Ça, par exemple, poursuivit-il, pas le Gandalf qui poussa tant de garçons et de filles sans histoire vers l'inconnu dans de folles aventures. Oh, ce pouvait être grimper aux arbres ou même rendre visite à des elfes, ou partir en mer sur des navires vers d'autres rivages. Ah, ma foi, la vie était très je veux dire, vous avez causé beaucoup de dérangements par ici à une certaine époque, je vous demande pardon, mais j'ignorais que vous étiez toujours parmi nous. « Où voulez-vous que j'aille ?» dit le magicien. « Tout de même, je suis content de voir que vous ne m'avez pas oublié, du moins. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice. C'est un bon début. Et par égard pour votre vieux grand-père Took, et pour cette pauvre Belladonna, je vais vous donner ce que vous m'avez demandé. » « Pardon, mais je ne vous ai rien demandé. »« Ah, mais si, cela fait 2 fois. Mon pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Très amusant pour moi, très bon pour vous. Et très lucratif aussi à n'en pas douter, si jamais vous vous en tirez. »« Désolé, je ne veux pas d'aventure. Merci bien, pas aujourd'hui. Bonne journée, mais revenez donc prendre le thé. Quand vous voudrez, pourquoi pas demain? Revenez demain. Au revoir. » Sur ce, le hobbit tourna les talons et s'engouffra derrière sa porte ronde et verte, qu'il referma aussi vite qu'il le pouvait sans avoir l'air mal poli. Après tout, les magiciens sont des magiciens.
« Qu'est-ce qui m'a pris de l'inviter à prendre le thé ?» se dit-il, en se rendant au garde-manger. Il venait tout juste de prendre le petit déjeuner, mais il se disait qu'un ou deux gâteaux et un petit verre de quelque chose lui feraient du bien, après sa frayeur. Entre-temps, Gandalf restait debout à la porte, secoué d'un long rire tranquille. Enfin, il s'approcha et de la pointe de son bâton, il grava un signe étrange sur la belle porte verte du Hobbit. Puis il s'éloigna à grandes enjambées au moment où Bilbo terminait son deuxième gâteau et commençait à se dire qu'il s'était très bien tiré d'affaire. Le lendemain, il avait presque oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire pour ce genre de choses, à moins de les noter sur son carnet de rendez-vous, comme ceci, thé avec Gandalf mercredi. La veille, dans son énervement, il avait négligé de le faire. Juste avant l'heure du thé, il y eut un formidable coup de sonnette à la porte d'entrée, et c'est alors qu'il se souvint. Il se dépêcha de mettre la bouilloire sur le feu, ajouta une autre tasse et sa soucoupe, un ou deux cadeaux de plus, et courut à la porte. « Oh, je suis navré de vous avoir fait attendre », allait-il dire, lorsqu'il vit que ce n'était pas du tout Gandalf. C'était un nain, avec une barbe bleue, rentré dans une ceinture dorée, et des yeux très brillants sous son capuchon vert foncé. Sitôt la porte ouverte, il se pressa à l'intérieur comme s'il était attendu. Choisissant la patère la plus proche, il y suspendit sa cape par le capuchon et dit en s'inclinant profondément « Dwalin, à votre service. » « Bilbo Bessac, pareillement, » dit le hobbit qui sur le coup était trop surpris pour poser des questions. Quand le silence qui s'ensuivit devint embarrassant, il ajouta « J'allais justement prendre le thé, venez donc vous joindre à moi. » C'était peut-être un peu crispé, mais il le disait gentiment. « Et que feriez-vous si un nain arrivait chez vous à l'improviste et accrochait ses affaires dans votre hall d'entrée sans un mot d'explication ?» Ils n'étaient pas à table depuis longtemps, en fait, ils avaient à peine entamé leur troisième gâteau, quand la sonnette retentit encore plus fort qu'avant. « Excusez-moi, » dit le hobbit, et il alla répondre. « Ah, vous voilà donc enfin. » Voilà comment il allait accueillir Gandalf cette fois. Mais ce n'était pas Gandalf. Sur le seuil se tenait un nain qui semblait très vieux, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate. Et lui aussi se faufila à l'intérieur aussitôt la porte ouverte, comme s'il était invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé à arriver, » dit-il en apercevant le capuchon vert de Dwalin accroché au mur. Il suspendit sa capuche rouge à côté et dit, une main sur la poitrine, « Balin, à votre service. » « Merci, » dit Bilbo, le souffle coupé. C'était pas ce qu'il fallait répondre, mais ce « commencer à arriver » l'avait passablement secoué. S'il aimait les visiteurs, il ne jugeait pas inutile de les connaître avant qu'ils arrivent, et il préférait les inviter lui-même. Il songea avec horreur qu'il pourrait manquer de gâteau et que, vu son devoir d'hôte, qu'il remplirait coûte que coûte, il serait peut-être obligé de s'en passer. « Entrez donc prendre le thé », parvint-il à dire après une grande respiration. « Un peu de bière me conviendrait mieux, si ça ne vous dérange pas, mon bon monsieur, » dit Balin à la barbe blanche, « mais je prendrais bien du gâteau carvi si vous en avez. »« Des tonnes, » répondit Bilbo, surpris de s'entendre le dire, surpris aussi de se voir filer à la cave pour y verser une pinte de bière, et puis un garde-manger pour y prendre les deux beaux gâteaux carvis bien ronds qu'il avait fait cuire cet après-midi-là, comme gâterie d'après-souper. À son retour, Balin et Dwalin discutaient à table comme de vieux amis. En réalité, ils étaient frères. Bilbo venait de leur servir la bière et les gâteaux assez sèchement, quand la sonnette retentit de nouveau avec bruit 2 fois plutôt qu'une. Cette fois, c'est certainement Gandalf, songea-t-il en se pressant le long du couloir, tout essoufflé. Mais ce n'était pas lui. C'étaient 2 autres nains, tous 2 avec des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes, et chacun transportait un sac d'outils et une pelle. Ils bondirent à l'intérieur, aussitôt la porte entr'ouverte. Bilbo n'en fut guère surpris. « Que puis-je faire pour vous, messieurs les nains ?» dit-il. « Kili, à votre service, » dit l'un. « Et Fili, » ajouta l'autre. Et ils retirèrent tous 2 leurs capuchons d'un grand geste du bras et s'inclinèrent. « À votre service et à celui de votre famille, » répondit Bilbo, se rappelant cette fois la politesse. « Dwalin et Balin sont déjà ici à ce que je vois, » dit Kili. « Joignons-nous à la foule. » La foule, pensa M. Bessac. Oh, ça ne me dit rien de bon, il faut vraiment que je m'assoie 1 minute pour rassembler mes esprits et boire un petit quelque chose.
Il avait à peine bu une gorgée dans un coin, tandis que les 4 nains, assis autour de la table, discutaient de mines et d'or, de démêlés avec les gobelins, de trésors pillés par les dragons, et de bien d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas comprendre, parce qu'elles semblaient bien trop aventureuses, quand ding-dong-a-ling-dong, sa sonnette retentit de nouveau, comme si un vilain petit hobbit tentait d'en arracher le cordon. « En voilà un autre, dit-il, fermant les yeux. » 4 autres, si j'en crois mes oreilles, dit Philly. Du reste, on les a vus nous suivre loin derrière. Le pauvre petit hobbit s'assit dans le hall et enfouit son visage dans ses mains, se demandant ce qui s'était passé, ce qui allait arriver, et s'ils allaient tous rester pour souper. Puis la sonnette retentit plus fort que jamais, et il dut courir à la porte. Ils n'étaient pas 4, mais bien 5. Un autre nain les avait rejoints pendant que Bilbo se tracassait dans le hall. À peine avait-il tourné le bouton qu'ils étaient tous à l'intérieur, s'inclinant et disant tour à tour « À votre service ». Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin. Et très bientôt, 2 capuchons mauves, un gris, un brun et un blanc étaient accrochés au pater, et les nains s'en furent retrouver les autres d'un pas rythmé, leurs larges mains passées derrière leur ceinture d'or ou d'argent. Déjà, on eût presque dit une foule. Certains demandaient de l'ale, d'autres de la porter, un réclamait du café, et tous voulaient des gâteaux. Le hobbit fut donc fort occupé pendant un certain temps. Un grand pot de café venait d'être posé dans l'âtre, les gâteaux avaient disparu, et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés lorsque retentit un grand coup à la porte. Pas un coup de sonnette, mais un puissant toc-toc sur la belle porte verte du hobbit. Quelqu'un frappait avec un bâton. Bilbo se précipita dans le couloir, très en colère et complètement ébahi et éberlué. C'était le mercredi le plus déconcertant qu'il eût jamais connu. Il ouvrit la porte d'un coup sec et tous s'effondrèrent à l'intérieur l'un sur l'autre. Encore des nains, 4 de plus. Et Gandalf était là, derrière eux, qui riait, appuyé sur son bâton. Il avait passablement abîmé la belle porte. Il avait aussi en passant effacé la marque secrète qu'il y avait laissée la veille. « Doucement, doucement, dit-il. Ce n'est pas votre genre, Bilbo, de faire attendre des amis sur le paillasson, puis d'ouvrir la porte en ouragan. Laissez-moi vous présenter Bifour, Beaufour, Bombour et en particulier Thorin. »« À votre service, dirent Bifour, Beaufour et Bombour, se tenant côte à côte. Puis accrochèrent 2 capuchons jaunes et un vert pâle et un autre bleu ciel avec un long gland argenté. Ce dernier appartenait à Thorin, un nain fabuleusement important. Nul autre en fait que le grand Thorin l'Écutchène lui-même, très fâché de s'être aplati sur le paillasson de Bilbo avec Bifour, Beaufour et Bombour empilés sur lui. D'autant que Bombour était prodigieusement gros et lourd. Thorin, en l'occurrence, se montra très hautain et ne fit aucune politesse, mais le pauvre monsieur Bessac s'excusa tant de fois que le nain finit par grogner, n'en parlons plus, et dérida le front. « Maintenant, nous sommes tous là, dit Gandalf, observant la rangée de 13 capuchons, les meilleurs capuchons amovibles que l'on puisse trouver pour les occasions festives, et son propre chapeau accroché au pater. Une joyeuse réunion. J'espère qu'il reste quelque chose à boire et à manger pour les derniers venus, vous dites ? Du thé ? Ah non, merci. Un peu de vin rouge pour moi, je crois. Ah, pour moi aussi, dit Thorin. Et de la tarte aux pommes avec de la confiture de framboise, dit Bifour. Et des tartelettes avec du fromage, dit Beaufour. Et du pâté de porc avec de la salade, dit Bombour. Et encore du gâteau, et de l'ale, et du café, si ça nous ennuie pas, renchérir les autres nains à travers la porte. Faites cuire quelques œufs, ce serait gentil, lui cria Gandalf, tandis que le hobbit retournait d'un pas lourd vers ses gardes-manger. Et sortez donc le poulet froid et les cornichons. C'est qu'il semble connaître le contenu de mes dépenses aussi bien que moi, pensa M. Bessac, qui était complètement abasourdi, et commençait à se demander si une misérable aventure ne s'était pas faufilée jusque chez lui. Lorsqu'il eut empilé toutes les bouteilles et tous les plats, couteaux, fourchettes, verres, assiettes et autres cuillères sur de grands plateaux, il se retrouva tout en sueur, rouge du visage et très mécontent. « Qu'on m'emberlificote ces emberlificoteurs » pesta-t-il tout haut. « Pourquoi ne vient-il pas me donner un coup de main ?» Mais voilà que Balin et Dwalin se tenaient à la porte de la cuisine, Fili et Kili derrière eux.
et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire couteau, ils avaient emporté les plateaux et 2 tables d'appoint dans le petit salon et replacé tous les couverts. Gandalf présidait l'assemblée entouré des 13 nains. Et Bilbo, assis sur un tabouret, près du feu, grignotait un biscuit. Tout cela lui avait coupé l'appétit et tentait de garder un air impassible, comme si toute cette histoire était parfaitement ordinaire et ne ressemblait en rien à une aventure. Les nains mangèrent, et ils parlèrent encore, et le temps passa. Enfin, ils repoussèrent leurs chaises, et Bilbo s'empressa de ramasser les assiettes et les verres. « J'imagine que vous resterez tous pour souper ?» demanda-t-il de sa voix la plus polie et la moins insistante. « Bien entendu, dit Thorin, et plus encore, nous n'aurons pas fini de discuter avant la nuit, et il faut d'abord un peu de musique, il est temps de débarrasser. » Sur ce, les 12 nains, pas Thorin, qui étant trop important continua à bavarder avec Gandalf, se levèrent d'un bond et empilèrent toute la vaisselle. Ils partirent sans attendre les plateaux, soulevant à une main de hautes colonnes d'assiettes à l'équilibre précaire, une bouteille sur le dessus, tandis que le hobbit courait après eux en poussant des cris effrayés presque suraigus. « Je vous en prie, faites attention, c'est pas la peine, je me débrouillerai !» Mais les nains, eux, se mirent à chanter. « Fêlez les verres et les assiettes, usez couteaux, tordez fourchettes. Bilbo Bessac n'aime pas, oh non, brisez bouteilles, brûlez bouchons. Coupez la nappe, lancez le lard, videz le lait dans le placard, laissez les eaux sur le tapis, versez le vin sur le lambris. Jetez les plats dans un chaudron, broyez-les avec un pilon. Si quelques-uns demeurent entiers, dans le couloir, faites-les rouler. Bilbo Bessac n'aime pas, oh non, à ses assiettes, faites attention. » Et bien sûr, ils ne firent aucune de ces terribles choses, et tout fut nettoyé et rangé sans incident à la vitesse de l'éclair, pendant que le hobbit courait partout dans la cuisine afin de surveiller leurs faits et gestes. Puis ils retournèrent au petit salon et trouvèrent Thorin, les 2 pieds sur le garde-feu, en train de fumer une pipe. Il produisait d'énormes ronds de fumée qui flottaient là où il leur disait d'aller, dans le foyer, derrière la pendule, sur la cheminée, sous la table ou bien au plafond, en faisant le tour de la pièce. Mais peu importe où ils allaient, ils ne pouvaient échapper à Gandalf. De sa courte pipe en terre, celui-ci envoyait chaque fois un plus petit rond qui se faufilait à travers celui de Thorin. Puis il se teintait de vert et revenait flotter au-dessus de la tête du magicien. Il en avait déjà tout un nuage autour de lui, et dans la pénombre, cela lui donnait un air étrange et sorcier. Bilbo observait, immobile, il adorait les ronds de fumée. Puis il rougit en songeant à ceux qu'il avait semés au vent la veille au matin, par-delà la colline, et dont il était si fier. « Maintenant, un peu de musique, » dit Thorin. « Sortez les instruments. » Kili et Fili coururent vers leur sac et apportèrent de petits violons. Dori, Nori et Ori sortirent des flûtes cachées quelque part dans leur manteau. Bambour alla chercher un tambour dans le hall. Bifour et Beaufour disparurent aussi et revinrent avec des clarinettes qu'ils avaient posées au milieu des cannes. « Pardon, j'ai laissé le mien à la porte, firent Dwalin et Balin. Apportez donc le mien, répondit Thorin. Ils revinrent avec des violes aussi grandes qu'eux et la harpe de Thorin enveloppée d'une étoffe verte. C'était une magnifique harpe dorée. Et sitôt qu'il en pinça les cordes, la musique s'éleva tout autour, si soudaine et si belle que Bilbo en oublia tout le reste, emporté dans de sombres contrées sous d'étranges lunes, loin au-delà de l'eau et très loin de son petit trou de hobbit sous la colline. L'obscurité s'immisçait par la petite fenêtre qui s'ouvrait dans le flanc de la colline. Le feu vacillait, on était en avril, mais il ne cessait de jouer et l'ombre de la barbe de Gandalf s'agitait sur le mur. L'obscurité envahit toute la pièce. Le feu mourut et les ombres se perdirent, et ils jouèrent encore. Et soudain, l'un d'eux se mit à chanter en jouant, puis un autre. Un chant caverneux comme les nains en faisaient dans les profondeurs de leurs demeures ancestrales. Et voici un bout de leur chanson, s'il est possible de la rendre sans leur musique. Par mon brumeux cime glacé jusqu'aux cavernes du passé, pour trouver l'or avant l'aurore, il faut partir sans renoncer. Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnant, là où se terrent dans la pierre merveilles et monstres dormants. Pour seigneurs elfes et rois âgés, maints trésors ils ont façonnés, et la lumière ils capturèrent dans des joyaux sur leurs épées.
Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant. Ils imprégnèrent, marièrent l'éclat des astres jaunes et blancs. Par mon brumeux cime glacé, jusqu'aux cavernes du passé partons alors avant l'aurore, pour retrouver l'or enchanté. Dans leur vaste palais du Nord résonnèrent des harpes d'or, et fort longtemps de nombreux chants, jamais entendus au dehors. Les pins sifflaient sur le versant, dans la nuit gémissait le vent, le feu montait et rougeoyait, les arbres flambaient brusquement. Les cloches sonnaient dans le val, les hommes guettaient, le teint pâle, et le dragon sur leur maison abattit son ire brutal. Le mont fumait au clair de lune, adieu trésor, adieu fortune, dehors les nains, cruel destin, tombèrent dans le clair de lune. Par mon brumeux cime glacé jusqu'aux cavernes désolées, la harpe et l'or avant l'aurore, il faut partir lui réclamer. Tandis qu'il chantait, le hobbit sentit monter en lui l'amour des belles choses faites à la main, issu du savoir-faire et de la magie, un amour jaloux et féroce, ce désir qui brûle le cœur des nains. Puis son côté touque s'éveilla en lui, et il voulut partir et voir les hautes montagnes, entendre les pins, et les chutes d'eau murmurer, explorer les grottes et tenir une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles étaient allumées dans le ciel obscur au-dessus des arbres. Il songea aux joyaux des nains luisant dans l'obscurité. Soudain, de l'autre côté de l'eau, une flamme jaillit dans les bois, sans doute quelqu'un qui allumait un feu. Et il imagina un dragon venu piller sa tranquille colline et la réduire en cendres. Il frissonna, et très vite, il redevint ce bon vieux monsieur Bessac de Cul-de-Sac sous colline. Il se leva en tremblant. Il mourait d'envie d'aller chercher sa lampe, ou plutôt de faire semblant d'y aller, de se cacher dans la cave derrière les fûts de bière et de n'en ressortir qu'au moment où les nains seraient partis. Soudain, il s'aperçut que la musique et le chant avaient cessé. Tous les yeux étaient fixés sur lui, brillant dans l'obscurité. « Où allez-vous » demanda Thorin, qui semblait parfaitement deviner le raisonnement du hobbit. « Que diriez-vous d'un peu de lumière » répondit Bilbo d'un air contrit. « Nous aimons le noir » répondirent les nains, de concert. « Le noir pour de sombres affaires, il reste tant d'heures avant l'aube. »« Bien sûr » fit Bilbo, qui s'empressa de se rasseoir. Il manqua le tabouret, s'écroula sur le garde-feu, renversant la pelle et le tisonnier avec fracas. « Chut !» dit Gandalf. « Laissez parler Thorin !» Et voici comment il commença. « Gandalf, mes frères nains et monsieur Bessac, nous sommes réunis dans la maison de notre ami et complice, ce très excellent et très audacieux hobbit, puisse la fourrure de ses pieds ne jamais tomber, et louange à son vin et à sa bière. » Il s'arrêta pour reprendre son souffle, en attente d'une remarque polie du hobbit. Mais le pauvre Bilbo Bessac ne savait que faire de ces compliments. Il agita les lèvres en guise de protestation. Si audacieux le surprenait, complice lui plaisait encore moins. Mais aucun son ne sortit de sa bouche tant il était dérouté. Aussi Thorin poursuivit-il. Nous sommes réunis pour discuter de nos plans, de nos méthodes, moyens, politiques et procédés. Bientôt, avant l'aurore, nous entamerons notre long voyage, un voyage dont certains d'entre nous, ou peut-être nous tous, sauf notre ami et conseiller, l'ingénieux magicien Gandalf, pourraient ne jamais revenir. C'est une occasion solennelle. Notre objectif est, je le suppose, bien connu de tous. Pour l'estimable monsieur Bessac, et pour les plus jeunes d'entre nous, je ne pense pas me tromper en nommant Kili et Fili, par exemple, la situation exacte, à l'heure actuelle, mérite sans doute un bref éclaircissement. Tel était le style de Thorin, c'était un nain important. Si on le lui avait permis, il aurait probablement continué sur cette lancée jusqu'à en perdre le souffle, sans rien apprendre de nouveau à qui que ce soit. Mais il fut interrompu avec brusquerie. Le pauvre Bilbo n'en pouvait plus. Au mot « ne jamais revenir », il sentit un cri monter en lui, qui bientôt explosa comme le sifflet d'une locomotive sortant d'un tunnel. Tous les nains se levèrent d'un bond, renversant la table. Gandalf fit jaillir une lumière bleue à la pointe de son bâton, et dans cette lueur de feu d'artifice, le pauvre petit hobbit apparut à genoux sur le tapis de foyer, tremblant comme de la gelée sur le point de fondre.
puis il s'écroula sur le sol, ne cessant de répéter « Foudroyé, foudroyé !» Et ce fut tout ce qu'ils purent en tirer pendant un long moment. Ils l'amenèrent alors dans le grand salon où il ne dérangerait plus personne et le déposèrent sur le sofa avec un verre à ses côtés avant de revenir à leurs sombres affaires. « Quel étrange petit bonhomme !» dit Gandalf alors qu'il reprenait place. « Il lui arrive de s'exciter un peu, mais c'est un des meilleurs, je vous assure. Aussi redoutable qu'un dragon acculé au pied du mur. » Si vous avez déjà vu un dragon acculé au pied du mur, vous comprendrez que ce n'était qu'une hyperbole, peu importe le hobbit dont il est question. Même Fiertoro, l'arrière-grand-oncle du vieux Touk, si énorme pour un hobbit qu'il pouvait monter à cheval. Il chargea les rangs des gobelins du mont Gram lors de la bataille des Champs Verts et décapita leur roi Golfimboul d'un bon coup de massue. Sa tête vola 300 pieds dans les airs et finit dans un terrier de lapin. Ainsi la victoire fut acquise et le jeu de golf fut inventé au même moment. Entre-temps, le fragile descendant de Fiertoro reprenait ses esprits dans le salon. Au bout de quelques instants et de quelques gorgées, il se glissa nerveusement jusqu'à la porte du petit séjour. Et voici ce qu'il entendit, de la part de Glóin. Ou un ronchonnement du même genre. Pensez-vous qu'il fera l'affaire ? Gandalf a beau nous vanter les qualités de ce hobbit et dire qu'il est redoutable, mais un cri comme celui-là dans un moment d'excitation suffirait à réveiller le dragon et tous ses congénères, et ce serait la mort pour nous tous. J'ai trouvé que ça ressemblait plus à de la peur qu'à de l'excitation. En fait, n'eût été le signe gravé sur la porte, j'aurais juré que nous nous étions trompés de maison. Dès que j'ai vu ce petit bonhomme qui soufflait et frétillait sur le tapis, j'ai eu un doute. On dirait plus un épicier qu'un cambrioleur. Puis M. Bésac tourna la poignée et entra. Son côté Touk l'avait emporté. Tout à coup, il était prêt à renoncer à son lit et à son petit déjeuner afin qu'on le croie redoutable. Quant à ce petit bonhomme qui frétillait sur le tapis, il faillit en devenir vraiment redoutable. Plus d'une fois par la suite, son côté Bésac regretta ce qu'il fit alors et il se dit en lui-même « Bilbo, tu as été stupide, tu es entré, tu as mis les pieds directement dans le plat. » « Pardonnez-moi, dit-il, si j'ai surpris votre conversation, je ne prétends pas savoir de quoi vous parlez ou à quoi rime cette histoire de cambrioleur, mais je ne crois pas me tromper en affirmant, c'était ce qu'il appelait défendre son orgueil, que vous me prenez pour un bon à rien. Détrompez-vous, il n'y a aucun signe gravé sur ma porte. Elle est repeinte il y a une semaine, et je suis bien certain que vous vous êtes trompé de maison. Sitôt que j'ai vu vos drôles de têtes à ma porte, j'ai eu un doute. Mais faites comme si vous étiez au bon endroit. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse et je m'y essaierai. Quand bien même je devrais marcher jusqu'à l'est de l'Est et combattre les terribles hommes dragons dans le dernier désert. Mon arrière-grand-oncle, Fiertoro Touk, était jadis... Oui, mais c'était il y a longtemps, dit Glóin. Je parlais de vous et je vous assure qu'il y a un signe sur cette porte, celui qui est en usage dans le métier, ou qu'il était. Cambrioleur cherche un bon emploi, plein de péripéties, récompenses raisonnables. C'est comme ça qu'on l'interprète habituellement. Vous pouvez dire expert, chercheur de trésors, au lieu de cambrioleur, si vous voulez. Certains préfèrent cela. Pour nous, c'est du pareil au même. Gandalf nous a dit qu'il y avait dans les environs quelqu'un de qualifié qui cherchait du travail dans l'immédiat et qu'il avait organisé une rencontre ici même, ce mercredi, à l'heure du thé. « Bien sûr qu'il y a une marque sur la porte, » dit Gandalf. « C'est moi-même qui l'ai faite, pour d'excellentes raisons. Vous m'avez demandé de trouver le 14e homme de votre expédition, et j'ai choisi M. Bésac. Que l'un d'entre vous ose dire que je me suis trompé de personne ou d'endroit, et vous pourrez vous arrêter à 13, et jouer de malchance comme il vous plaira, ou retourner à vos mines de charbon. » Il regarda Glóin avec une telle colère que le nain se recroquevilla sur sa chaise. Quand Bilbo voulut poser une question, le magicien se tourna vers lui, fronçant ses sourcils broussailleux, et la bouche du hobbit se referma avec un claquement. « Très bien, dit Gandalf. Cessons de nous disputer. J'ai choisi M. Bésac et cela devrait tous vous suffire. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est que c'est un cambrioleur, ou du moins il le deviendra en temps utile. Il a beaucoup plus de qualités que vous ne le pensez, bien plus qu'il ne le croit lui-même. Vous aurez peut-être à me remercier si vous survivez. Maintenant, mon cher Bilbo, allez chercher la lampe et faisons un peu de lumière là-dessus. » Sur la table, à la lueur d'une grosse lampe munie d'un abat-jour rouge, il déroula un morceau de parchemin semblable à une carte. « C'est l'œuvre de Tror, votre grand-père, Thorin, »
dit-il en réponse aux questions enthousiastes des nains. « C'est un plan de la montagne. » « Je ne pense pas qu'il nous sera d'un très grand secours, » répondit Thorin d'un air déçu après un seul coup d'œil. « Je me souviens assez de la montagne et des terres qui l'entourent, et je sais où se trouve la forêt de Grand-Peur, de même que la lande desséchée où les grands dragons se multiplient. »« Il y a un dragon marqué en rouge sur la montagne, » dit Balin, « mais nous le trouverons assez facilement sans cette indication, si nous y arrivons un jour. »« Quelque chose vous a échappé, » dit le magicien. « Je veux parler de l'entrée secrète. Vous voyez cette rune du côté ouest, et la main qui pointe en sa direction tout près des autres runes? Elle indique un passage caché menant aux salles inférieures. »« Jadis, c'était peut-être une entrée secrète, dit Thorin, mais pouvons-nous être sûrs qu'elle l'est encore? Le vieux Smaug vit dans ces cavernes depuis assez longtemps pour les avoir explorées de fond en comble. »« C'est possible, mais il ne peut l'avoir utilisée depuis bien des années. »« Pourquoi cela? »« Parce qu'elle est trop étroite. La porte a 5 pieds de haut et 3 y marchent de front, disent les runes. Mais Smaug n'aurait pu s'introduire dans un trou de cette taille, pas même du temps où il était jeune, et certainement pas après avoir dévoré autant de nains et d'hommes du Val. »« Ça m'a tout l'air d'un très grand trou, » s'écria Bilbo, qui n'avait aucune expérience des dragons et ne connaissait que les trous de Hobbit. Il recommençait à s'enthousiasmer de sorte qu'il oublia de se taire. Il adorait ce genre de choses. Dans le hall se trouvait une grande carte des terres d'alentour, où il avait inscrit toutes ses promenades favorites à l'encre rouge. « Comment peut-on réussir à cacher une si grande porte aux yeux de tous, sans parler du dragon ?» demanda-t-il. « Ce n'était qu'un tout petit hobbit, rappelez-vous. »« De bien des façons, » répondit Gandalf, « mais nous ne saurons pas comment on a caché celle-ci avant d'aller voir. D'après les indications de la carte, je dirais qu'il y a une porte close, construite de manière à se fondre dans le flanc de la montagne. C'est la méthode habituelle des nains, je crois bien que c'est exact. »« Tout à fait exact, » dit Thorin. « De plus, ajouta Gandalf, j'ai oublié de vous dire que la carte venait avec une clé. Une étrange petite clé. La voici, dit-il, remettant à Thorin une clé à longue tige, au boutrole compliqué, faite d'argent. Conservez-la soigneusement. »« Cela va sans dire, » répondit Thorin, et il l'attacha à une très jolie chaîne qu'il portait au cou, cachée sous sa veste. « Les choses se présentent désormais sous un meilleur jour. Ces nouvelles sont très encourageantes. Jusqu'ici, nous ne savions pas trop comment procéder. Nous pensions nous rendre dans l'Est avec toute la prudence et la discrétion souhaitées jusqu'au long lac. Mais là, les ennuis commencent. »« Non, ils commenceront bien avant cela, quand on connaît les chemins qui mènent dans l'Est, » interrompit Gandalf. « De là, nous pourrions remonter la rivière courante, » poursuivit Thorin sans faire attention à lui, « et jusqu'aux ruines du Val, la vieille ville qui se trouve là-bas, au creux de la vallée, dans l'ombre de la montagne. Mais aucun d'entre nous n'aimait l'idée de la grande porte. La rivière en sort directement sous le grand précipice au sud de la montagne, et le dragon en sort aussi assez souvent, beaucoup trop souvent, à moins qu'il ait changé ses habitudes. »« Ce serait une très mauvaise idée, » dit le magicien, « sans un puissant guerrier, ou même un héros. J'ai essayé d'en trouver un, mais les guerriers sont occupés à se battre entre eux dans de lointaines contrées, et dans ce voisinage, les héros sont rares, ou simplement introuvables. Ici, les épées sont passablement émoussées, les haches servent à bûcher du bois, les boucliers font office de berceau ou de cloche à dessert. Et les dragons demeurent assez loin pour qu'on ne s'en inquiète pas, si bien qu'on les croit légendaires. C'est pourquoi je me suis tourné vers le cambriolage, surtout quand je me suis rappelé l'existence d'une porte secondaire. Et nous avons ici notre petit Bilbo Bessac, le cambrioleur, notre expert spécialement choisi. Il est donc temps de commencer à dresser nos plans. »« Très bien, dit Thorin. Et si notre expert cambrioleur y allait de quelques idées ou suggestions ?» Il se tourna vers Bilbo avec une politesse pleine de sarcasme. « D'abord, j'aimerais qu'on m'explique un peu où en sont les choses, dit-il, complètement dérouté et un peu hésitant, sans en perdre pour autant sa détermination digne du plus téméraire des Touks. Je veux parler de l'or, du dragon, et tout, enfin, comment il s'est retrouvé là, qui l'appartient, etc., et ainsi de suite. »« Ma foi, s'écria Thorin, n'avez-vous pas devant vous une carte ?
Et n'avez-vous pas entendu notre chanson? Et puis, ne sommes-nous pas en train d'en discuter depuis des heures? Tout de même, j'aimerais qu'on m'expose la situation en clair, insista-t-il, en prenant sa contenance sérieuse, qu'il réservait habituellement à ceux qui tentaient de lui emprunter de l'argent, tout en faisant de son mieux pour avoir l'air sage, sérieux et considéré, et digne de la recommandation de Gandalf. De plus, j'aimerais que vous me parliez des risques et des dépenses encourues, du temps à consacrer, de la rémunération offerte, ainsi de suite. Ce qui voulait dire, en substance, que vais-je en retirer, et puis j'espérais en revenir vivant. « Si vous insistez, dit Thorin. Il y a longtemps, du temps de mon grand-père Tror, notre famille fut chassée de ses terres dans le nord lointain, et revint s'établir avec toute sa fortune et ses outils dans la montagne que vous voyez sur cette carte. Celle-ci avait été découverte par l'un de mes lointains ancêtres, Thrain l'Ancien. Mais on entreprit alors d'y creuser des mines et des tunnels, et d'y construire des salles plus grandioses et de plus grands ateliers, et je pense aussi qu'on y trouva beaucoup d'or et bon nombre de joyaux. Que dire, sinon que ma famille devint immensément riche et célèbre, et mon aïeul fut de nouveau roi sous la montagne, et il fut traité avec beaucoup de respect par les hommes mortels qui vivaient dans le sud et qui se répandaient graduellement le long de la rivière courante, jusqu'à la vallée à l'ombre de la montagne. C'est là qu'ils fondèrent, à cette époque, cette jolie ville qu'on appelait le Val. Les rois faisaient appel à nos forgerons et les couvraient de richesses, même les moins habiles. Les pères nous suppliaient de prendre leurs fils comme apprentis, nous payaient grassement, surtout en nourriture, de sorte qu'il devenait inutile d'en faire pousser ou de nous en procurer. Ce fut pour nous une époque prospère, à tout point de vue. Et les plus pauvres d'entre nous avaient de l'argent à dépenser et à prêter, et le loisir de créer de belles choses, simplement pour le plaisir, sans parler des jouets, parmi les plus merveilleux et les plus magiques, comme on n'en trouve plus de nos jours, en ce monde. Ainsi les salles de mon aïeul se remplirent-elles d'armures et de joyaux, d'ornements et de coupes ciselées, et le marché aux jouets du Val devint la merveille du Nord. Ce fut, sans aucun doute, ce qui attira le dragon. Les dragons sont des voleurs d'or et de joyaux, vous le savez. Ils pillent tout ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit chez les hommes, les elfes ou les nains, et ils gardent jalousement leurs trésors pour le restant de leurs jours, qui sont pratiquement infinis, à moins qu'on les tue, sans jamais profiter du moindre colifichet. En fait, ils peuvent à peine distinguer les belles œuvres des mauvaises, quoiqu'ils gardent généralement une bonne idée de leur valeur marchande. Et ils ne savent rien faire par eux-mêmes, pas même réparer une petite écaille qui se serait délogée de leur armure. Il y avait à cette époque beaucoup de dragons dans le nord, et l'or y devenait sans doute de plus en plus rare, vu la fuite des nains vers le sud et les attaques dont ils étaient victimes, et le saccage et la destruction perpétrés par les dragons qui continuaient d'empirer. Il y avait là un ver particulièrement avide, très puissant et mauvais, appelé Smaug. Un jour, il s'envola et prit la direction du sud. Le premier signe de sa venue fut un bruit d'ouragan en provenance du nord et les pins sur la montagne qui craquaient au vent. Certains des nains qui se trouvaient dehors, heureusement j'en faisais partie, brave garçon aventureux que j'étais à l'époque, toujours parti dans de folles équipées, ce qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Bref, nous vîmes de loin le dragon se poser sur notre montagne dans un jet de flammes. Puis, il descendit les pentes et lorsqu'il atteignit les bois, le feu se répandit partout. Déjà, au Val, toutes les cloches sonnaient et les guerriers prenaient les armes. Les nains se précipitèrent vers leurs grandes portes, mais le dragon les y attendait. Personne ne put s'échapper par là. La rivière monta en vapeur et un brouillard s'abattit sur le Val. Et derrière cet écran, le dragon s'abattit sur eux et anéantit la plupart des guerriers. Toujours la même histoire tragique, trop souvent répétée à cette époque-là. Puis, il fit demi-tour et s'introduisit par la grande porte, fouillant toutes les salles, tous les chemins, les tunnels, les allées, les caves, les résidences et les passages. Dès lors, il ne restait plus aucun nain vivant à l'intérieur et il s'empara de toute leur richesse. Nul doute, car telle est la coutume des dragons, qu'il les a amoncelés en un grand tas dans les profondeurs de la montagne et qu'elles lui servent de lit. Puis il prit l'habitude de ramper hors de la grande porte pour se rendre au Val, de nuit, et y enlever des gens, en particulier des jeunes filles, pour les manger. Et ce fut alors la ruine du Val, tous ses habitants étant morts ou partis.
Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas de nos jours, mais si des gens habitent encore non loin de la montagne, ils restent à l'autre bout du long lac et ne s'aventurent pas plus près. Le peu d'entre nous qui se trouvaient au dehors restèrent assis à pleurer à l'abri des regards malveillants, maudissant Smaug. Et à ce moment-là, nous fûmes surpris de voir arriver mon père et mon grand-père, leurs barbes roussies par le feu. Ils avaient l'air graves et parlaient très peu. Quand je leur demandai comment ils s'étaient échappés, ils me dirent de me taire, que je l'apprendrais un jour en temps utile. Après, nous partîmes, et nous dûmes gagner nos vies comme nous le pûmes, allant par monts et par vaux, et souvent, nous dûmes nous abaisser à travailler le fer, ou même à extraire du charbon. Mais jamais, nous n'avons oublié notre trésor volé. Et si aujourd'hui, je le concède, nous avons amassé de belles choses et ne sommes pas si démunis, Thorin caressa alors la chaîne en or qu'il avait au cou, nous sommes toujours déterminés à le reprendre et à porter nos malédictions jusqu'à Smaug, si nous le pouvons. L'évasion de mon père et de mon grand-père m'a toujours laissé songeur. Maintenant, je vois qu'ils devaient disposer d'une porte secondaire dont ils étaient les seuls à connaître l'existence. Mais on dirait bien qu'ils ont laissé une carte et j'aimerais savoir comment Gandalf a mis la main dessus et pourquoi elle ne m'a pas été confiée à moi, l'héritier légitime. « Je n'ai pas mis la main dessus, » dit le magicien. « On me l'a donné. Votre grand-père, Tror, a été tué. Vous vous en souvenez, dans les mines de Moria, par Azog le gobelin. »« Oui, maudit soit-il, dit Thorin. Et Thrain, votre père, est parti le 21 avril, il y a de cela 100 ans en date de jeudi dernier, et vous ne l'avez jamais revu depuis. »« En effet, dit Thorin. Eh bien, votre père m'a donné ceci pour que je vous le remette. Et si je vous l'ai remis à ma manière et au moment que j'ai choisi, vous ne pouvez guère m'en vouloir, après tout le mal que j'ai eu à vous retrouver. Votre père n'était pas en mesure de me dire son nom lorsqu'il m'a confié le document, et il ne m'a jamais donné le vôtre. Aussi, dans l'ensemble, je pense mériter vos félicitations et vos remerciements, tenez, dit-il en tendant la carte à Thorin. Je ne comprends pas, dit Thorin, à la grande satisfaction de Bilbo qui avait envie de dire la même chose. Cette explication ne semblait rien expliquer. « Votre grand-père, » dit le magicien avec lenteur et sévérité, « a préféré la confier à son fils avant de partir pour les mines de Moria. Après qu'il eût été tué, votre père décida d'aller tenter sa chance avec la carte, et il lui arriva toutes sortes d'aventures des plus désagréables, mais il ne parvint jamais à la montagne. J'ignore comment il est arrivé là, mais je l'ai trouvé prisonnier, dans les cachots du nécromancien. »« Que faisiez-vous donc là ?» demanda Thorin avec un frisson, et tous les nains frémirent. « Qu'importe ce que j'y faisais, je m'informais comme d'habitude. Et c'était une sale affaire, très périlleuse. Même moi, Gandalf, je n'en réchappais que de justesse. J'ai tenté de sauver votre père. Mais c'était trop tard. Il ne cessait de déraisonner, avait presque tout oublié, sauf la carte et la clé. « Nous avons fait payer les gobelins de Moria, il y a belle lurette, dit Thorin. Il nous faut désormais songer aux nécromanciens. »« Ne soyez pas stupide. C'est un adversaire bien au-delà de tout ce que les nains sont capables de faire, s'il était possible de réunir tous ceux qui sont dispersés aux quatre coins du monde. Votre père ne souhaitait qu'une chose, que son fils consulte la carte et utilise la clé. Le dragon et la montagne sont un défi déjà bien assez grand pour vous. » « Et voilà, dit Bilbo, qui par mégarde dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. « Voilà quoi, voilà quoi, voilà quoi !» s'écrièrent les nains, se retournant brusquement vers lui. Et sur le coup de l'énervement, il répondit « Voilà ce que j'ai à vous dire. »« Qu'est-ce donc ?» demandèrent-ils. « Eh bien, à mon avis, vous devriez vous rendre dans l'Est et aller jeter un œil. Après tout, il y a cette porte secondaire et les dragons doivent bien faire une sieste de temps à autre. Si vous restez assis assez longtemps sur le seuil, j'imagine que vous trouverez quelque chose. Et puis, vous savez, je pense qu'on a assez discuté pour ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. N'êtes-vous pas censé dormir, partir de bonne heure et tout cela? Vous aurez droit à un bon petit déjeuner avant votre départ. »« Avant notre départ, vous voulez dire, je suppose, répondit Thorin. Après tout, c'est vous le cambrioleur, et c'est vous qui devrez rester assis sur le seuil de cette porte, sans parler de l'ouvrir. Mais pour ce qui est de dormir et partir de bonne heure, nous sommes d'accord. Je prends toujours 6 œufs avec mon jambon quand je pars en voyage. Des œufs sur le plat, pas pochés. Faites attention de ne pas les crever. »
Quand les autres eurent commandé leur petit déjeuner, sans le moindre « s'il vous plaît », ce qui agaça beaucoup Bilbo, ils se levèrent tous ensemble. Le hobbit dut trouver de la place pour tout le monde en remplissant ses chambres d'amis et en improvisant des lits de fortune sur les fauteuils et les sofas. Et lorsqu'ils furent tous casés, c'est avec beaucoup de fatigue et un peu d'amertume qu'il retrouva son petit lit à lui. Il était au moins sûr d'une chose. Il n'allait pas se lever avant l'aube pour faire cuire tous leurs fichus œufs. Son côté touque perdait du terrain et il n'était plus du tout certain de partir en voyage le lendemain matin. Allongé sous les couvertures, il pouvait entendre Thorin qui continuait à fredonner doucement dans la meilleure chambre à côté de la sienne. Par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, partons alors avant l'aurore pour retrouver l'or enchanté. Bilbo s'endormit, avec ce refrain en tête, ce qui lui fit faire de bien mauvais rêves. L'aurore était passée depuis longtemps lorsqu'il se réveilla. Chapitre 2. Rôti de mouton. Bilbo se leva d'un bond et, enfilant sa robe de chambre, passa à la salle à manger. Il ne vit personne, mais découvrit tous les signes d'un petit déjeuner copieux et pressé. Il régnait dans la pièce une terrible pagaille, et des montagnes de vaisselle sale se trouvaient dans la cuisine. Presque tous les chaudrons et les casseroles qu'il avait en sa possession semblaient avoir servi. Une telle corvée l'attendait que Bilbo fut bien obligé de se rendre à l'évidence. La fête de la veille n'était pas qu'un mauvais rêve, comme il l'avait espéré. Il était au demeurant très soulagé de voir que tout s'était parti sans lui, et sans se donner la peine de le réveiller. Mais sans le moindre remerciement, pensa-t-il, en même temps il ne pouvait s'empêcher d'être un tantinet déçu. Ce sentiment le surprit. « Ne sois pas stupide, Bilbo Bessac, se dit-il. T'intéresser aux dragons et à toutes ces histoires saugrenues, à ton âge. » Il mit donc un tablier, alluma des feux, fit bouillir de l'eau et lava toute la vaisselle. Puis, il prit un bon petit déjeuner dans la cuisine avant de nettoyer la salle à manger. Déjà, le soleil brillait. La porte d'entrée était ouverte et laissait pénétrer une chaude brise printanière. Bilbo se mit à siffloter bruyamment, oublieux des incidents de la veille. En fait, il venait de se servir un second petit déjeuner dans la salle à manger tout près de la fenêtre ouverte, quand Gandalf arriva. « Ah, mon pauvre ami, dit-il, quand donc allez-vous venir? On parle de partir de bonne heure, et vous voilà devant un petit déjeuner, peu importe comment vous appelez cela, à 10h30. Ils vous ont laissé un message parce qu'ils ne pouvaient plus attendre. »« Quel message ?» dit le pauvre monsieur Bessac, tout retourné. « Oh, grands éléphants !» s'exclama Gandalf. « Vous n'êtes pas du tout dans votre assiette ce matin, vous n'avez jamais songé à épousseter la cheminée ?»« Je ne vois pas le rapport, j'ai été bien assez occupé à faire la vaisselle pour 14 personnes. »« Si vous aviez épousseté la cheminée, vous auriez trouvé ceci sous la pendule, » dit Gandalf, tendant à Bilbo une note, rédigée sur son papier à lettres, évidemment. Voici ce qu'il lut. « De Thorin et compagnie à Bilbo le cambrioleur, salutations. Pour votre hospitalité, nos remerciements les plus sincères et pour l'offre de votre expertise professionnelle, notre consentement et toute notre gratitude. Conditions. Paiement en espèces sur livraison jusqu'à concurrence d'un 14e des profits réalisés, le cas échéant. Tous frais de déplacement inclus en toutes circonstances, frais funéraires couverts par nous ou nos représentants si l'éventualité se présente et que les circonstances le permettent. Jugeant inutile d'interrompre votre repos très considéré, nous en avons profité pour veiller aux préparatifs nécessaires et comptons sur votre estimable présence à l'auberge du Dragon Vert, au village de Bello, à 11h précises. Avec l'assurance de votre ponctualité, nous avons l'honneur d'être vos tout dévoués, Thorin et compagnie. « Ça ne vous laisse que 10 minutes, il faudra vous dépêcher, dit Gandalf. »« Mais, fit Bilbo, pas le temps. » dit le magicien. « Mais, fit encore Bilbo, pas le temps non plus. Allez, oust !» Jusqu'à la fin de ses jours, Bilbo ne comprit jamais comment il s'était retrouvé dehors, nu-tête, sans sa canne ni son argent, ni rien de tout ce qu'il avait l'habitude d'emporter quand il sortait, son second petit déjeuner à moitié terminé et sa vaisselle loin d'être lavée.
Il avait hâtivement remis ses clés à Gandalf et courut aussi vite que ses pieds poilus le lui permettaient, le long du chemin, passer le grand moulin et de l'autre côté de l'eau, et courut encore sur 1 mille ou plus. Arrivé à Belleau sur le coup de 11 heures, il soufflait comme un bœuf et s'aperçut qu'il était parti sans même son mouchoir de poche. « Bravo !» dit Balin qui guettait sa venue à la porte de l'auberge. À ce moment précis, tous les autres apparurent au tournant de la route qui menait au village. Ils étaient montés sur des poneys et chaque bête était chargée de toutes sortes de bagages, paquets, poches et tout le Bataclan. Il y avait aussi un très petit poney qui semblait destiné à Bilbo. « En selle, vous deux, et nous partons, dit Thorin. Je suis vraiment... Cliquez dans le premier lien disponible dans la description. C'est un lien qui va vous rediriger vers Amazon, mais surtout vers votre livre audio. C'est ça qui nous intéresse. Moi, pour l'exemple, j'ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers, mais en ce qui vous concerne, vous serez redirigé vers le livre titré de cette vidéo. Sur notre droite, nous allons avoir différentes indications concernant l'ouvrage. Nous, le format qui nous intéresse ici est le livre audio. Vous constatez que nous sommes à 0 € car il s'agit d'une offre d'essai, ce qui va nous permettre d'obtenir ce livre audio et de le garder même après avoir résilié cette offre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire juste après avoir récupéré ce livre. Ce qu'il nous faut, c'est un compte Amazon. Moi, j'en ai déjà un, donc c'est parfait. Mon seul problème, c'est que mes précédentes cartes ont expiré, donc je vais devoir indiquer ma nouvelle carte. De votre côté, vous allez devoir faire de même et valider un moyen de paiement. Et ne vous inquiétez pas, je vous rassure, ça restera bien gratuit. Simplement, il est impossible de profiter de cette offre gratuite sans partager ces informations. Vous savez, c'est comme les offres d'essai Netflix ou d'Amazon Prime, c'est des services qui vont récupérer vos coordonnées bancaires pour renouveler automatiquement l'offre gratuite en forfait payant à compter de 30 jours d'essai. C'est là où nous sommes malins car nous allons résilier notre offre juste après avoir obtenu notre livre audio. De cette façon, il n'y a aucun risque de renouvellement et nous pourrons profiter du livre tranquillement. Donc, j'ai mis mes informations, ma nouvelle carte est ajoutée, nous voyons que le montant total est toujours et restera de 0. Je clique une nouvelle fois sur gratuit 30 jours. On constate qu'il est bien indiqué que cette offre est résiliable à tout moment, ce qui nous arrange. Ensuite, nous sommes redirigés vers cette page qui va nous permettre de résilier notre offre d'essai tout de suite. Il suffit de se rendre en haut à droite dans Compte et liste et de cliquer sur Adhésion et abonnement. Ici, nous avons toutes les informations concernant cette offre, notamment la période à laquelle elle sera renouvelée. Mais de notre côté, on ne va pas attendre et résilier tout de suite. On clique sur Annuler l'abonnement, ce qui va nous rediriger vers le site Audible, qui est le service d'Amazon pour les livres audio. On nous indique que l'on a un crédit à utiliser, mais personnellement ça ne m'intéresse pas, donc je vais directement en bas de la page pour résilier mon offre. Je clique sur Non merci, continuer la résiliation. Là, dans un dernier espoir de me garder, Audible me propose de nouvelles offres, mais ça ne m'intéresse toujours pas, donc je vais une nouvelle fois en bas de la page et je clique sur Résilier mon abonnement. Audible veut savoir quelle est la raison de mon départ. Personnellement, j'ai pas envie de me justifier, donc je coche la case Autre raison et je clique sur Valider en bas de la page. Maintenant c'est parfait, nous avons résilié notre offre, nous sommes tranquilles, plus besoin de se prendre la tête, notre abonnement a bien été annulé. Il ne reste plus qu'à nous rendre dans notre bibliothèque pour retrouver notre livre audio et en profiter totalement gratuitement. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai plusieurs livres car j'ai appliqué cette méthode